Chaque 17 juillet, on commémore l'anniversaire de l'assassinat de la famille Romanov. Ce jour-là, on était assassiné le tsar Nicolas II, son épouse Alexandra, ses 4 filles, Olga, Tamara, Maria, Anastasia, mais également le petit, le dernier, le garçon, le tsarevitch Alexei. Dans leur sœur, le sont accompagnés 3 de ses serviteurs et le docteur de la famille. L'histoire reconnaît à Nicolas II le dernier des tsars de toute la Russie. Cependant, il faut dire que son frère, Mikhaïl, l'a remplacé dans le trône seulement pendant 24 heures, jusqu'à qu'il a également abdiqué. Alexander Kerensky a dirigé dans un gouvernement provisoire ce qui voulait être une république bourgeoise et démocratique. Et à ce sujet, il a envoyé 2 émissaires à voir le tsar pour son abdication. Grande fut la surprise de ces 2 parlementaires lorsque Nicolas n'a pas abdiqué en faveur de son fils, mais de son frère Mikhaïl. Peu connaissaient le secret bien gardé de ce pauvre garçon, qui souffrait d'une terrible maladie qui lui avait été transmise par sa mère porteuse récessive, l'hémophilie. L'hémophilie est une maladie qui souffre presque exclusivement les hommes. À cette époque, il n'y avait aucun traitement pour les hémophiles et ils mouraient jeunes. La Première Guerre mondiale s'est déroulée et le tsar a mené les troupes russes dans la guerre contre leurs ennemis. Du champ de bataille, Nicolas est arrivé au palais Mikhailovski, où il avait l'habitude de résider avec les siens. Là, sa femme et le reste de la famille l'attendaient. Personne n'avait pris la peine d'informer la tsarine de l'abdication de son mari ni de son beau-frère. Les Romanov étaient confinés à domicile au palais Mikhailovski. Kerensky n'aimait pas la famille impériale, mais ne voulait pas non plus devenir le marat de la révolution russe. Lénine, à la tête des bolcheviks, a gagné en popularité en promettant au peuple, en particulier aux soldats, tout ce qu'il savait était difficile à accomplir. Kerensky a jugé opportun d'envoyer la famille impériale dans la lointaine ville de Tobolsk, en Sibérie. Tobolsk avait l'attrait d'être une ville fondamentalement monarchique. Face à la situation raréfiée des chants de sirènes de Lénine, qui également éteignaient la ville de Tobolsk, ils ont estimé qu'il était plus sûr d'envoyer les Romanov dans l'Ural, dans la ville de Ekaterinbourg. Dans cette ville, ils ont été logés dans la maison d'un marchand du nom de famille Ipatiev. Le mouvement bolchevique a également arrivé à Ekaterinbourg. Les gardiens qui s'occupaient de la famille impériale ont été remplacés par des autres qui ont imposé des conditions de confinement de plus en plus restrictives et un harcèlement accru. Des troupes blanches, car ainsi s'est appelé les militaires qui se sont regroupés pour combattre les bolcheviks russes en compagnie des troupes des pays étrangers, s'approchaient dangereusement de la ville d'Ekaterinbourg. De Petrograd, le nom par lequel Saint-Pétersbourg a été renommé, est venu l'ordre d'éliminer les Romanov, craignant qu'ils ne soient libérés. À 1h du matin, les prisonniers ont été réveillés sous prétexte qu'ils devaient être photographiés avant d'être transférés dans une autre ville. Ils ont été ramenés au sous-sol de la maison. Là, une brève déclaration les a été lue, les informant qu'ils seraient exécutés. Sans en dire plus, 13 soldats ont tiré sous le son ces prisonniers. Le tsar et la tsarine sont morts immédiatement. Ce n'était pas le cas du tsarevitch, des 4 archiduchesses, ni des 4 employés, qui ont été abattus à la baïonnette. À cette époque, les femmes portaient des corsets, et en elles, les 4 jeunes femmes avaient des diamants cachés pour garantir le bien-être futur en cas de libération. Ces corsets
ont servi de gilets pare-balles. C'est pourquoi les balles ne sont pas rentrées dans leur corps. Par la suite, les corps ont été amenés dans une ancienne mine appelée les Quatre Frères. Ils ont été mutilés et brûlés avec de l'acide et de la soude caustique. Ceci afin d'éviter toute identification. Le lendemain matin, les soldats sont revenus sur le site, soupçonnant que leurs actions avaient été découvertes, et ils sont amenés vers un autre endroit appelé la réserve des sangliers. Dès le début, les rapports officiels du nouveau gouvernement de Lénine ont rendu compte de la fusillade du Tsar, sans pour autant donner aucune information sur les restes des prisonniers, ce qui a conduit à de grandes conjectures sur la sœur de chacun d'eux. Il y avait de nombreuses rumeurs selon lesquelles ils avaient vu tel ou tel membre de la famille dans 7 ou plusieurs endroits. Nombreux sont ceux qui se sont fait passer par des 4 filles du tsar et même du tsarevitch. La plus célèbre des imposteurs était Francesca Szankowska, une paysanne polonaise connue par la suite sous le nom de Anna Anderson. Elle a fait semblant d'être la plus jeune des sœurs, Anastasia. Anna Anderson s'est battue pendant des décennies pour être reconnue devant les tribunaux contre les membres de la famille Romanov qui ont réussi à fuir à l'étranger et à se sauver des atrocités de la Révolution. Avec la chute de l'Union soviétique, les 11 corps ont été découverts. Ils ont subi des tests ADN et ils ont conclu que ces restes humains correspondaient bien à ceux exécutés cette nuit fatidique du 17 juillet 1918. En 1998, 400 ans après leur meurtre, ils ont été enterrés en grande pompe dans la crypte église impériale Saint-Pierre et Saint-Paul à Saint-Pétersbourg. À cette époque, la ville avait retrouvé son nom d'origine après avoir également été appelée Leningrad. Comme les mensonges ne durent pas éternellement dans ce monde, dans une clinique des États-Unis, ils avaient gardé des échantillons d'un polype qui avait été retiré de Anna Anderson, qui à cette époque n'était plus de ce monde. Ils sont également soumis à des tests ADN et il a été effectivement conclu que Anna Anderson n'avait aucun lien avec la famille Romanov. L'Église orthodoxe russe a canonisé 611 victimes de l'assassinat réalisé le 17 juillet 1918 dans la maison Ipatiev dans la ville de Ekaterinbourg.